On a aujourd'hui avec nous Élisabeth Fontaine, la grande sœur légale, Oui, notaire. oui. Première fois qu'un notaire vient nous voir. Ça fait longtemps, on aurait dû peut-être commencer avec un notaire parce que c'est tellement important. Le notaire a toujours un devoir de conseil, hein? C'est ce qu'on oublie aussi, tu sais. Mais ça fait longtemps, moi, je l'ai dit, que quand un vendeur veut mettre en vente, pourquoi le notaire n'est pas déjà impliqué pour lui dire, by the way, là, tu vas avoir besoin de faire telle chose? Dans le fond, c'est le notaire qui donne la garantie sur la transaction en partie, là. Comme tu le dis bien, oui, l'acheteur le choisit, mais c'est pas le notaire de l'acheteur, c'est le notaire de la transaction. Juste par le fait de bien expliquer le pourquoi, ils se rendent compte que, OK, coudonc, finalement, c'est parce que je suis protégée. Oui. Donc, prévention avant de rencontrer des problèmes. Je pense que si on résume, que ce soit l'immobilier, que ce soit en corpo, que ce soit en testament, mandat Avant d'inaptitude, mariage. avant mariage. mariage. Écoute, Contrat de mariage, avant mariage, ça fait quoi le mariage? Contrat de vie commune. Parle-moi de l'importance. Bonjour. Je ris parce que vous allez comprendre. Bon matin, bon après-midi, bonne soirée. On m'a dit tantôt que pourquoi je disais bonsoir à chaque fois. Moi, j'avais l'impression que quand les gens écoutaient ce podcast-là, c'était la nuit, mais finalement, on m'a expliqué que les gens peuvent écouter des podcasts n'importe quand. Donc, clairement, un autre moment blond pour moi. Donc, parlant de choses importantes dans la vie, on a aujourd'hui avec nous Élisabeth Fontaine, la grande sœur légale, Oui. notaire. Oui. Tu es. On peut se tutoyer, Ben oui, Isabelle. ben oui, ben oui. Isabelle, là. Élisabeth, il faut le dire comme il faut, là. J'ai de la misère. Hein. C'est la fatigue. Je partageais tantôt que j'avais dormi 45 minutes hier soir. Ma fille de 3 ans m'a gardé réveillé. Mais première fois qu'un notaire vient nous voir, ça fait longtemps, on aurait dû peut-être commencer avec un notaire parce que c'est tellement important. Toutes les choses qu'un notaire peut faire dans la société normalement, mais aussi en général pour les consommateurs, les gens qui achètent l'immobilier, testament, corpo, avis légal. Écoute, la liste est très, très longue. Donc, De la naissance au décès. littéralement, exactement, là, c'est ça. Là. Donc, en fait, dès que ton enfant est né, tu devrais lui trouver un notaire immédiatement. Ça devrait être C'est comme un nouveau... médecin de famille, tu sais. La Chambre des notaires pourrait commencer un nouveau comme genre de campagne de marketing, là, naissance, notaire. Faites votre choix. Exactement, ouais, Tu ouais. vois? Donc, parle-moi un peu de ta pratique, un peu comment tu es rentré pour devenir notaire. J'imagine tu as étudié beaucoup trop longtemps. Ouais, oui. Et puis, donc, parle-moi un peu de toi, puis la grande sœur légale, ta pratique un peu, puis après ça, on va rentrer dans le gros sujet, les gros sujets que les gens vont vouloir vraiment écouter. Là, on a vraiment des anecdotes à partager. On a des choses importantes pour tout ce qui est immobilier, corporatif, personnel. Ça va être extrêmement important. Donc, je te laisse. Ça sera pas beige. Non, ça sera pas beige. Ça sera pas beige. Non, les anecdotes surtout, là, tantôt, là, Donc, je te laisse nous présenter un peu qui tu es comme personne. Oui, mais dans le fond, mon parcours, il est un peu particulier dans le sens où je me destinais pas à être notaire. Et dans le fond, c'est que la vie m'a amenée là, puis je suis bien contente finalement. Mais moi, je voulais être médecin, je voulais être nutritionniste, déjà au secondaire, mais j'avais pas les notes en sciences pour aller faire ça. Puis clairement, c'est une bonne idée de me retrancher des sciences pour aller faire d'autres choses. Fait que j'ai fait un premier baccalauréat en relations internationales, droit international, ce qui m'a amené à travailler à l'ONU, à des endroits comme ça. Puis moi, quand j'ai terminé, ben, c'était la guerre en Irak. Fait que c'était pas une bonne idée pour moi d'aller là. Fait que j'ai décidé d'aller faire le bac en droit pour aller complémenter parce que le premier bac, ben, tu n'as pas un titre avec ça. Fait que je suis allée faire le bac en droit à l'UQAM aussi pour aller faire finalement le barreau. Alors, j'ai fait mon passage au barreau et écoute, j'aime dire que je ne fitais pas dans le cadre parce qu'il me manquait 2 points à la fin. Dernier examen. Puis, écoute, on m'a clairement dit que j'étais une bonne juriste, je plaidais super bien, mais que je répondais pas de la façon qu'il fallait. Fait que je me suis dit, c'est un message de la vie, je vais aller faire d'autres choses. Et je suis allée faire le droit notarial. Donc, je suis retournée à l'université. Fait que bref, j'ai fini à 27 ans. OK. Mais c'est quand même cool parce que ça t'a donné... Oui, ça m'a donné. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé l'international. J'ai fait des voyages, j'ai étudié en Europe aussi, tout ça. Fait que, tu sais, ça a amené un parcours quand même assez large. Puis intéressant, justement, avec le droit des affaires que je fais maintenant. Fait que ça m'a amené à être notaire. Et tout de suite, en partant, j'ai ouvert mon bureau parce que pour moi, c'était évident là, que j'étais mon employeur puis que j'ouvrais mon bureau. Fait qu'en 2012, j'ai été assermentée, j'ai ouvert mon bureau. Montréal, Laval? À Mascouche. Grand Montréal. Grand Montréal, c'est exactement. Fait que, tu sais, Mascouche, Terrebonne, dans ce coin-là. Puis là, maintenant, dans les Laurentides aussi, à Saint-Anne-des-Lacs. Fait que juste avant Saint-Sauveur.
Fait que ça a été vraiment de l'apprentissage. Au début, j'étais généraliste, fait que je faisais un peu de tout. Tu sais, les notaires, on pense toujours immobilier, testament, mandat. Ouais. C'est comme un peu le général, tu sais, mais il y a tellement de domaines qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses. Tu sais, si tu veux être spécialisé dans quelque chose, excellent, vraiment bon, up-to-date avec les lois, il faut que tu te spécialises. Fait que c'est là où j'ai décidé en 2017 que ben, je laissais l'immobilier puis je me concentrais sur certains domaines. Fait que c'est pour ça que là, maintenant, je fais du droit des affaires principalement, avec tout ce qui est compagnie. Puis ma collègue qui est notaire fait testament, mandat, procuration, règlement de succession, puis procédure non contentieuse. Là. Fait que homologation de mandat, vérification de testament, on est spécialisé là-dedans maintenant. OK. Donc, quand même assez large comme Bien, quand même spectre. assez là, oui, mais les deux se rejoignent. Tu sais, un entrepreneur va avoir besoin justement Ouais. de. Il achète des mobiliers normalement, là. C'est ça, tu sais, fait qu'on travaille là-dedans maintenant. Ouais. Allons-y avec dans l'ordre de ton parcours. Donc, tu as commencé un peu comme tu as mentionné, comme plusieurs notaires dans l'immobilier. Ouais. Donc tu sais, on utilise, on doit utiliser un notaire On au doit, Québec. Au ouais. Québec, parce que souvent, moi, je fais des prêts partout au Canada. Donc, c'est notaire aussi, mais ça peut être avocat aussi. Là. Mais au Québec, C'est ça. c'est vraiment strict. C'est strictement notaire au Québec. Bien, en fait, c'est à cause de l'hypothèque, c'est à cause du financement. Parce qu'une vente peut être faite sous seing privé par un avocat ou un notaire, mais le financement, c'est une obligation de passer devant notaire pour le financement de l'hypothèque. OK. Et ça, c'est particulier au Québec. Oui, exactement. Parce que dans le fond, les notaires, on est seulement dans des milieux francophones ou latins. Au milieu anglais, tu n'en as pas. C'est vraiment des avocats. Parce que les notaires, là-bas, c'est comme des commissaires à la sermentation, qui n'est pas du tout la même chose là, que les notaires au Québec. Là. OK, donc c'est vraiment pas la même. Comme un notaire qui travaillerait en Colombie-Britannique, là, c'est pas la même formation, c'est pas le même. Non, c'est ça exactement. OK, donc quand même important. Là. Donc, si jamais un Québécois déménagerait là-bas, là, puis il verrait un notaire, irait voir un notaire, il faudrait juste être sûr que c'est pas le même type de mandat, ni de connaissances ou de. C'est ça, exactement. Ouais. OK, tu vois, j'ai appris quelque chose, je savais même pas. Tu vois? Tu vois? 20 ans là-dedans, puis je suis même. J'apprends des choses aujourd'hui. Donc, parlons de l'immobilier. Je mentionnais que, tu sais, on voit toujours un notaire ici quand on achète l'immobilier. Et puis, on disait que souvent, les gens pensent que, juste tantôt avant d'embarquer, que, OK, ben, je suis rendu au notaire, c'est la fin. Tout est fait. Tout est fait, c'est beau. Elle est vendue, il reste juste à signer. Oui, donc, clairons ça un peu, là, les mythes derrière ça, parce que c'est souvent à ce moment-là que le notaire commence à. Parce que le notaire est là pour travailler pour tous les parties, en fait, donc pour amener les parties ensemble et s'assurer que la transaction se passe bien, vendeur, acheteur, et pour la banque également s'il y a un acte hypothécaire ou un acte de prêt. Donc, parle-moi un peu du processus et pourquoi que quand tu arrives là, ben c'est pas terminé, là, ça fait juste commencer potentiellement. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, tu sais, pourquoi on passe chez le notaire quand on achète? Bien, entre autres pour le financement, mais en fait, c'est que le notaire, son travail, comme tu le dis bien, oui, l'acheteur le choisit, mais c'est pas le notaire de l'acheteur, c'est le notaire de la transaction. On est obligé d'être impartial. On est obligé vraiment de s'assurer que toutes les parties sont vraiment avantagées d'une façon égale. Ouais. Puis le notaire, bien, écoute, comme je disais tantôt, c'est un 15 heures à peu près, là, tu sais, de montage de dossier, ça a l'air de rien, mais quand même, parce que là, on va vérifier. Dans le fond, c'est le notaire qui donne la garantie sur la transaction en partie. Là. On va garantir que le vendeur, c'est le bon propriétaire. Fait qu'on va aller regarder tous les titres antérieurs. Les titres, c'est les transactions sur la propriété. Fait qu'on garantit à l'acheteur que le vendeur, c'est le bon vendeur. Ouais. Puis, tu sais, des fois, il en manque des bouts de terrain ou des fois, il y a un vendeur qui n'est jamais venu signer un acte. Fait que les notaires, on se revérifie les uns les autres de transaction en transaction. Pour être sûr qu'il y a une ligne de transaction qui est clean. Exact. Y a-t-il une succession où il manque un héritier qui n'est jamais venu signer? C'est à nous de le vérifier parce que ça veut dire que cette personne-là pourrait revenir chercher des droits dans la propriété au nouvel acheteur. T'sais. Est-ce que le vendeur est marié? Ben, exemple, est-ce qu'il a vendu puis que l'autre personne n'est pas venue signer puis il fallait qu'elle le sache? Ouais. Fait que c'est ça qu'on vient faire. On garantit les titres. Fait qu'on recule 30 ans en arrière et même plus. Là. Vraiment, là, on retourne dans les anciennes écritures pratiquement là, quand la reine a légué les terres. Là. Et? Ouais. C'est long. C'est long. Fait qu'on retourne c'est que c'est long à faire. Des fois, ça peut être facile, mais des fois, ça peut nous prendre une journée. T'sais. Est-ce que ça arrive souvent que tu trouves des bébites? Bien, ou souvent, peut-être pas un sur deux, mais mettons assez souvent par année que tu es comme, oh non, celle-là, il y a un petit problème ici. Oui, c'est soit que les dimensions de terrain n'étaient pas bonnes, soit qu'il y a une transaction puis il manquait une partie. C'est une compagnie qui a vendu, mais c'est drôle, mais elle était radiée quand elle a vendu la compagnie. Donc elle n'avait pas le droit de elle vendre. n'avait pas le droit de vendre. Fait que, ça arrive là, dans les transactions. Fait qu'on faut corriger. Fait que c'est sûr qu'on commence avec la recherche de titres. Déjà là, s'il y a un pépin, on appelle le client et on dit ben ça se fera peut-être pas tout de suite la vente finalement. Ouais. Ou c'est quoi les options pour le corriger? Ça, c'est un excellent point parce que souvent, tout le monde est dans le rush. Les pauvres notaires là, sont toujours en train de. Ils ont un peu le fusil sur la tête. Là. OK, mais là, tout est fini. Donc là, on a besoin que tu signes dans 2 semaines. Bien, c'est parce qu'on arrive avec une date établie.
Fait que là, on reçoit le dossier, puis des fois, on le reçoit, mettons, 2 semaines avant la date, mais nous, en 2 semaines, on n'attend pas pour rentrer 15 heures d'un coup, tu sais. Non, c'est ça. Combien de temps que ça prend pour faire toutes ces recherches-là, mettons en moyenne? En moyenne pour un notaire qui le fait bien. Parce qu'on s'entend, on Ouais. veut que ça soit bien Ça fait. soit bien Là. fait. Donc, tu sais, les clients qui se plaignent, mais là, le notaire prend tellement de temps, explique que le notaire prend son temps, mais c'est parce que c'est pour te Mais c'est parce que c'est protéger. un investissement. Tu sais, on oublie à quel point c'est un gros investissement. C'est comme si tu joues ton argent, là. Hmm. Parce que si quelqu'un vient cogner à la porte puis il dit, moi, j'ai un droit de passage sur ton terrain, tu le savais pas, là, mais j'ai le droit de me stationner puis de mettre des remorques, puis ça change la valeur du terrain, tu Puis sais. me promener l'été Oui, pour me tu sais, rendre au lac là, en passant. exactement, c'est j'ai ça. un droit de passage, tu sais, puis tu vas me voir passer souvent. Ou sinon, ça va être, admettons, dans le certificat de localisation, parce que là, on dit qu'on vérifie les titres, mais on vérifie aussi au niveau du certificat de localisation. Fait que le notaire, c'est comme s'il ramasse les documents de tout le monde au dossier. Hmm. Courtier immobilier, au niveau courtier hypothécaire, donc le financement, on a aussi le certificat de localisation. La ville, on demande les comptes de taxes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'arriérage de taxes. Ouais, Tu sais, le SPA, là, qui est inclus dans la transaction, il est-tu fini de payer? exact. Ben, on vérifie nos RDPRM s'il est fini de payer. Ouais. Fait qu'on valide tout. La tank à eau chaude, es-tu en location? Tu sais? C'est La la bonbonne de location, c'est ça, propane, exact. Ouais. es-tu payée? Es-tu remplie? Il faut qu'elle soit remplie. Fait que c'est un paquet de vérifications de plein d'endroits différents qui, eux, ont leur propre délai. Ouais, c'est ça. Ils ont leur délai pour Ils te ont leur- répondre, pour Ben vous oui, répondre, c'est c'est ça exactement. Exactement. Tu sais. Puis juste pour avoir le financement, tu sais, c'est en 2 rendez-vous, on fait l'hypothèque. Il faut que l'hypothèque s'enregistre. C'est le gouvernement qui enregistre l'hypothèque. Ils ont Ouais. eu un bug de système qui fait que elle Pour registre s'enregistre foncier, pas. exactement. Ouais, Là, c'est exactement. ça. Mais ça, c'est un bon point. Les deux rencontres aussi, parce que c'est pas nouveau maintenant, mais il y avait un temps que c'était juste une rencontre, Ouais. ça a été séparé. Ça surprend souvent des gens qui ont acheté, ça fait un bon bout de Oui. temps. On dit, ah, 2 rencontres, là, on a fait ça one shot. Mais plus maintenant. Les choses changent. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Fait que ces délais-là aussi à respecter. Puis il y a les horaires des gens aussi à essayer de concilier, parce que là, on a du monde à concilier. Là. Donc, Acheteurs, c'est quand vendeurs. même impressionnant tout le travail que ça prend, puis les choses que vous allez découvrir potentiellement qui pourraient amener un problème. Une des choses qu'on voit, moi, que je vois le plus souvent, puis peut-être les gens qui ont acheté l'immobilier vont reconnaître ça, c'est les débats autour du certificat de localisation. Ouais. Je savais que tu allais là. Ben oui, on est dans l'immobilier, donc là, on commence avec ton père, on va aller dans le corpo après, mais c'est souvent, ben là, ça me prend un certificat, ben c'est pas ma faute, le vendeur, mais là, personne ne m'a dit ça. Tu sais, courtier immobilier, moi, ouais, c'est pas ma faute, j'ai pas les connaissances pour pouvoir voir si c'est bon ou pas. OK, puis là, c'est la faute de la banque, c'est la banque qui le demande anyway. Bref, est-ce qu'on peut démystifier ça un peu, là, l'importance de ce certificat de localisation, quand il est bon, quand il n'est pas bon, Ben oui. comment que les parties devraient s'entraider pour qu'on n'arrive pas au notaire, puis c'est le notaire, c'est le faute du notaire encore. Hein? Et être maudit qui est fatigante, Ouais. c'est la seule qui demande ça. Souvent, on l'entend. T'es la seule notaire qui demande ça. Tout le tu sais. temps, ça fait 20 ans que je fais ça. C'est ça. Je n'ai jamais vu un notaire demander quelque chose. C'est un classique, mon Dieu. Tout le monde fait ça depuis 20 ans. C'est Puis tout le monde n'a jamais vu ça. Non, c'est ça. énormément tu sais. drôle. Mais le certificat de localisation, il est vraiment important parce qu'il vient nous décrire ce que tu achètes. Puis c'est important parce que moi, j'ai déjà eu une transaction à Terrebonne, proche de la rivière des Mille-Îles. Puis, tu sais, on attendait le certificat, puis on l'attendait, puis on s'est dit, écoute, on va vraiment l'attendre. Puis, une chance, parce qu'il y avait une zone d'inondation qui montait jusqu'à la moitié de la maison. Ouais. Ça fait que Donc l'assureur. 0,20 ou 0,100. Oui, tu sais, 100 même ans. pas dans le 100, là, vraiment comme dans le 20. Là, On est ça, dans le 20, là, ça c'est va ça. monter quand tu vas être propriétaire. Oui, là, c'est tu sais. ça. Le 20, là, c'est ça que ça veut dire pour les gens, là, qu'il y a différentes zones inondables. Là. Il y a 0,20, 20, 100. Quand tu es dans le 0,20, là, ça veut dire attends-toi de nager Ça se peut dans que ta l'eau cour monte, en là. arrière, Ouais. mais pas dans une piscine. Bien, ce que ça fait, c'est que nous, les notaires, quand on reçoit le certificat de localisation, il faut l'envoyer à l'institution financière. Ouais. Elle a encore le droit de refuser de prêter Ouais. à ce moment-là. Et l'assureur a le droit de ne pas assurer. C'est ce que ça fait, en fait. Absolument. Puis mon acheteur, ça se peut qu'il ne veut plus acheter. Fait que dans le fond, quand on va chez le notaire, c'est comme notre dernière option de dire « Oups, c'est pas ce que je pensais acheter. Est-ce que je veux sortir de la transaction? Ouais. Ou changer le prix? » Le banquier a une responsabilité. Nous, comme je ne sais pas tous les courtiers le font, mais les courtiers hypothécaires, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on demande une copie du certificat de localisation si disponible. Si c'est pas fait, puis on voit que la maison est sur le bord de l'eau, mais il faudrait aviser le client en passant. Il faudrait juste vérifier c'est quoi. Là. Donc, tu peux aller chercher des cartes, là, tu peux aller chercher les bordures, mais ça peut, c'est pas aussi précis que, mettons, le certificat qui met la ligne exactement où est-ce que ça tombe. Puis, tu sais, l'arpenteur, puis pourquoi en demander un en dedans de 10 ans? Parce qu'il y en a qui disent, crime, ça fait même pas 10 ans, il est encore bon. Oui, mais. Donc, la règle, c'est 10 ans normalement. Normalement, là, c'est un 10 ans. Sauf que le notaire, on a l'obligation d'avoir un certificat le plus à jour possible, démontrant l'état actuel des lieux. Mais l'état actuel des lieux, c'est pas juste physique, c'est par rapport à la réglementation municipale. Ouais. Donc,
la seule façon de savoir si récemment la municipalité vient de changer des règles, c'est d'en refaire faire un le plus récent possible. Non, c'est ça. Puis si tu le sais que ça a été changé, même si le certificat a été fait il y a 2 ans, pas le choix, il faut faire un autre, le changement de cadastre, Ben, c'est ça. modification de peu importe c'est quoi. Là. Tu sais, t'as mis une piscine, t'as mis un spa, t'as mis un cabanon, il est plus bon. Là. Oh non, c'est ça, fini, exactement. là. Là. Ouais. Surtout les maisons neuves, mettons, t'as la construction neuve, puis après ça, le client en fait un, année 2, OK, c'est beau. Puis après ça, il rajoute une piscine, après ça, il rajoute un cabanon. Là, il est plus bon, Il est là. plus C'est bon. pas le même photo d'en haut, là. Il faut faire un autre. Donc, c'est un bon point de cette colocalisation. C'est qui le responsable qui devrait vérifier ça avant la transaction? L'affaire qui est drôle là-dessus, c'est que les notaires sont disponibles avant la transaction. Oui, mais, c'est incroyable, hein? mais ça fait longtemps, moi, je le dis que quand un vendeur veut mettre en vente, pourquoi le notaire n'est pas déjà impliqué pour lui dire, by the way, là, tu vas avoir besoin de faire telle chose. Vérifie ton institution financière si tu as une pénalité en remboursant ton hypothèque parce que ton prix de vente va changer. Ouais. Fais faire tout de suite ton certificat pour savoir si tu as une irrégularité parce que tu vas le déclarer tout de suite à l'acheteur puis peut-être qu'il ne va pas te challenger au moment de la vente pour te dire, je veux payer moins 20 000 de moins. Règle les problèmes tout de suite. Exactement. Exact. Demande à ton notaire de vérifier les titres pour être sûr que tu n'as pas de correction à faire. Et là, tu vas te dire, moi, j'offre ma maison en vente à X prix et j'ai tout fait faire les vérifications. Ouais. Je l'ai fait inspecter moi-même. Donc, je sais tout de suite qu'est-ce que j'ai à corriger. Pré-inspection. Au lieu d'attendre la surprise, tu sais. C'est drôle que les pré-ventes, le travail avant de mettre la maison en vente est souvent, je vais le dire, là, mal fait. Donc, il pourrait, tu sais, que si tu avises un client là, qui pourrait faire, mettons, fais une pré-inspection avec un inspecteur, tu vas sortir toutes les choses potentielles qui vont sortir lors de l'inspection de l'acheteur. Ouais. Donc, ça va faire que tu es au courant. Soit tu décides de la régler ou soit tu te composes un argument pour dire oui, je ne l'ai pas fait. Puis je t'ai avisé, par contre, quand je t'ai même fourni la pré-inspection, puis je t'ai avisé dans la déclaration du vendeur que c'était ça. Exactement. Parce que les gens, ils n'osent pas en mettre dans la déclaration du vendeur, mais il faut comprendre que plus tu en déclares, moins tu as un recours possible. Exact. Le but, c'est pas de cacher, là. Ouais. C'est d'en mettre. L'acheteur avait accès à la déclaration du vendeur quand il a fait son offre d'achat. Là, dire, ben là, après inspection, j'ai vu ça. Ben, c'est parce que c'était sur ma déclaration du vendeur, puis je t'avais fourni une pré-inspection. Oui, parce que ce qui est dommage, c'est quand tu arrives chez le notaire, là, l'acheteur, là, probablement qui a vendu sa maison, qui est dans la rue, il n'a pas le choix d'acheter. Puis le vendeur, lui, a déjà acheté d'autres choses. Tout le monde attend les transactions. Fait que là, quand tu dis à l'acheteur, qu'est-ce qu'on fait? Il est dans la rue. Il a comme plus le choix ben d'acheter, tu sais. Absolument. Ça m'est pas arrivé souvent que l'acheteur, il dit, ben moi, j'ai le luxe de dire, j'achète plus, puis je me retourne chez nous, tu sais. Donc, prévention toujours, un peu comme la santé. Mieux de prévenir que de prendre des pilules à la dernière seconde pour enlever ton mot de tête. Pour patcher, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Patcher, c'est toujours un problème. Donc, un bon courtier immobilier ainsi qu'un vendeur devrait s'informer, même si ce n'est pas le même notaire, parce que c'est l'acheteur souvent qui choisit le notaire, mais tu peux avoir ton propre notaire qui va faire le pré-travail. Là. Exactement. Ouais. De toute façon, tu risques de prendre ton notaire après anyway pour ton achat parce que tu risques d'acheter quelque chose d'autre après ta vente. C'est ça. Donc, pourquoi pas bien faire? Donc, prévention, c'est un bon point. Allons prix. Oui. En immobilier, je sais, là, tu es rendu en corpo, mais on parlait tantôt que souvent, les gens, le commentaire que nous, on va entendre, mais là, le notaire charge donc bien beaucoup d'argent, c'est donc bien cher. Rendu 1800, 1900, 2200 pour un achat. Ah oui, même plus que ça. Là. Ou plus, selon le notaire. Donc, explique un peu qu'est-ce qui se trouve dans les frais de notaire, puis le travail impliqué. Ouais. Puis finalement, le notaire, là, il fait combien à la fin de la journée? Mettons que pour un achat, parce que ça dépend quel type de propriété, région, condo, pas condo, recherche de titre et pas, là, ça peut varier. Mais mettons un notaire qui charge 2000 $ pour un achat de maison à Blainville ou à Montréal, mettons. Une maison bien normale, là. Parle-moi un peu de toutes les choses que vous devez faire, puis pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans le 2000 $, mettons, taxes incluses? Je ris parce que les gens vont être surpris. OK? On va vraiment expliquer les vraies choses. Écoutez ça, là. Oui. Parce qu'il y en a pas mal qui vont dire, oh, finalement, je suis contente. Finalement, c'était cheap. Oui, c'est ça. Dans le fond, mettons que c'est 2000, OK, taxine. Je vais aller avec 2500 parce que c'était le prix que moi j'avais vers la fin, là, fait que c'est facile. 2500. J'allais en tête, là. 2500, tout frais compris, taxine. Mais évidemment, tu enlèves la taxe de 15 là, parce qu'on est un service taxable. Ouais. Mais après ça, dans ce qui reste, mettons que j'ai inclus la taxe là, dans les frais, il y a à peu près un 900 $ de frais dans cette facture-là. Si je mets la TPS-TVQ là-dedans, puis tous les frais du gouvernement. Parce que oui, il y a des frais. Parce que dans le fond, les municipalités chargent des fois jusqu'à 120, 130 $ pour faire ça, même 170 pour faire sortir un compte de taxes. Parce qu'on est tenu de demander à la municipalité, à la commission scolaire, pour vérifier. Donnez-moi un compte de taxes à jour et ça coûte ce prix-là. Le centre de service scolaire. C'est ça. Fait que là, déjà, il y a un 300 $ à peu près qui part pour eux. Ouais. Après ça, enregistrer l'hypothèque, c'est encore un 168 $ à peu près. Puis, nous, les prix changent quasiment aux 6 mois, là, les notaires. Puis on est avisé le jour que ça augmente pratiquement. Donc là, tu as 300 $ plus 350 $ plus taxes.
Ouais. Puis Après on est ça, juste à l'hypothèque, puis, ouais, là, puis j'ai la les vente. comptes de taxes. Là, Ouais, la vente, là, la l'acte de vente. vente, ouais, Là, j'ai l'enregistrement. l'avis d'adresse. Fait que, tu sais, l'avis d'adresse d'institution financière. Fait que, tu sais, juste ça, là. Puis juste accepter le mandat hypothécaire sur une plateforme coûte, puis ça va monter à 170. Fait que Donc là, même tu n'as pas rien fait, là, puis 196. le dossier rentre, puis la plateforme, Le le site de la notaire, plateforme oui, TELUS. Là. exactement. Puis le notaire, dans le Ouais. fond, c'est que le notaire avance ces frais-là avant même d'être payé. Fait qu'il avance à peu près un 900 de frais. Donc, du 2500, il y a pratiquement un 900 qui part. Bang. Le reste, ben, c'est pour couvrir son 10, 15 heures, dépendamment de comment va le dossier. C'est rarement en bas de 10, de travail du notaire, son adjointe, la réceptionniste. Tu sais, fait que c'est quand même du monde pour le taux horaire. Et là, ben, il n'a pas payé ses frais de base, là. Mm. Fait qu'il n'a pas payé son loyer coûte combien, tu sais, son tableau de l'ordre, les fonds d'assurance, tout ça, là. Tu sais, un Les bureau. signatures électroniques. Écoute, à chaque fois que le notaire signe un document, que ce soit papier ou pas, ça constitue pour nous un acte, une signature électronique. Ouais. Donc, il y a des frais à chaque fois à ça. Ouais. Fait que c'est pour ça. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, Le chèque. le chèque, les virements bancaires, si on fait un virement au client, ça coûte des frais. Ouais. Honnêtement, moi, j'ai été sur le conseil d'administration de l'Union des notaires du Québec et on a fait faire à ce moment-là, puis même encore dernièrement, on a vérifié combien un notaire devrait charger aujourd'hui si on avait indexé nos frais depuis le temps. Depuis, mettons, Ben, tu sais, les dans les années 90. mettons. 90, c'est ça Ouais. exactement, parce que les honoraires n'ont jamais été indexés. Parce que tout le reste a augmenté. Là. On s'entend, là, l'immobilier a Exactement. augmenté, tout a augmenté, l'inflation a augmenté, Ouais. les bananes ont augmenté C'est l'épicerie. ça. Fait que, tu sais, oui, la facture du notaire, elle a augmenté. Il y en a qui vont dire, hey, avant, c'était 1500, c'est rendu 2500, mais c'est juste pour pallier aux frais gouvernementaux qui ont augmenté de 400 Même pas vos frais. Non, même pas nos frais. Donc, ce qui reste, normalement, ça devrait coûter 4 000 aujourd'hui. Si on avait indexé nos honoraires pour avoir le même salaire, ça devrait coûter 4 000 plus le 900 de frais. Ça, c'est la vraie valeur. Un 5 000 piastres. Oui. Mais partout ailleurs, c'est ça. Au Canada anglais, aux États-Unis, c'est du 10 15 000. Oui, 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 oui. Et acheteurs La et situation aux États-Unis est un vendeurs peu différent, est mais surtout différente. Canada. Canada, c'est une bonne comparaison. Là. Tu vas Ouais. payer 3 000 4 000 de frais, effectivement. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais. Ouais. Fait que- Puis là-bas, le pire, c'est que celui qui fait la transaction ne garantit même pas les titres. Tandis que nous, on garantit sur notre responsabilité. Puis ce que les gens ne savent pas, c'est que plus tu accumules des transactions dans ta vie de notaire, plus ta responsabilité est engagée. Ouais. Et même après la mort. Plus de frais. Oui. Pour les assurances, non, les coûts d'assurance augmentent, j'imagine. Exactement. Puis les notaires, quand on décède, nos successions sont garantes de nos actions en tant que notaire. Fait que tu n'arrêtes jamais d'être notaire, même quand tu es mort. Fait que, tu sais, c'est toute une responsabilité. Puis tu te dis le salaire moyen d'un notaire au Québec en ce moment? Oui, ben vas-y donc. Écoute, c'est 50 000 à peu près. Ta. 50-55 000 pour être responsable de toutes les transactions au Québec. Parce que, tu sais, il y a un fonds d'assurance, mais il ne rembourse pas tout le temps. Là, il ne couvre pas tout le temps le notaire. Non, c'est là. ça. Exact. Fait que c'est ça à peu près, tu sais. Fait que... Mais Donc, les c'est, frais... Puis le vendeur, maintenant, il y a des nouveaux frais du gouvernement qu'il n'y avait pas avant. La facture de quittance là, au vendeur. Il y en a qui vont dire hey, ça me coûte 1500, je suis vendeur, comment ça se fait? Bien, c'est parce que toi aussi, pour ta quittance, il y a 600 de frais. C'est quand même... Puis c'est drôle de voir la mentalité derrière le prix du notaire ou de l'avocat dans le reste du Canada là, qui charge la transaction, qui charge 3 000 4 000 puis les clients skip pas un beat, là, dans le sens que j'en fais des dossiers dans l'Ouest canadien, en Alberta, en Ontario, puis 2.1, le client va rien dire. Ah, le frais de notaire, ouais, 3 500, ouais, je l'avais prévu, c'est tout. Il n'y a pas de... Ici, là, si ça monte en haut de 1500, là, ça commence à péter des coches. Là, du côté courtier immobilier, du côté client, du côté partout. C'est tellement cher. Ils font tellement d'argent, les notaires. Ça n'a pas de sens. On se fait avoir. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien, en fait, je pense qu'il y a une partie de faute chez le notaire. On a manqué d'informer le public de ce qu'on faisait comme travail puis de l'importance de ce qu'on fait. Tu sais, dans le fond, puis moi, je blâme en partie les notaires de justement... Les notaires ou la chambre? Ben, faut que je fasse attention à ce que je dis. J'ai été sur le CA de la chambre, fait qu'il faut que je fasse attention aussi à ce que... Mais la chambre a une responsabilité d'informer le public. Oui, également, exactement. Puis de ramener la valeur du travail du notaire, de dire on est là pour garantir la transaction et protéger les parties. Tu sais, c'est ça, en fait, là. Nous, on est toujours là en prévention, en médiation. C'est ça le rôle du notaire, tu sais. Mais on a manqué de dire aux clients parce que, à cause du volume que le notaire a eu à faire, parce qu'il n'a jamais augmenté ses prix, donc, il n'y a pas eu le choix de créer un effet de volume quand tu fais de l'immobilier qui fait que tu as 30 minutes pour une vente ou 15 minutes pour une vente, normalement. Si tu ne veux pas trop payer pour faire la transaction,
Il faut que tu le fasses In, vite. out, let's go. C'est ça. Fait que c'est dommage parce que les gens, moi, quand ils sortaient du bureau, là, quand j'en faisais, ils me disaient hey, c'est la première fois qu'on m'explique tout. Puis que je comprends ce que je signe. Oui, mais on passe 1 heure ensemble, Ouais, pas c'est 15 ça. minutes. Exact. Fait que c'est d'expliquer aux gens tout ce que tu as vérifié. Mais c'est à nous autres de le dire. Plus on va le dire, plus les gens vont comprendre la valeur. Parce qu'en fait, on coûte à peine 0,1 % de la transaction. Non, c'est vraiment rien comparé à l'achat. Là. C'est ça. Mais est-ce que tu crois que la Chambre des notaires devrait s'insérer là-dedans puis obliger un minimum prix? Parce qu'on s'entend que le problème, c'est que, en fait, le problème a été un peu créé par les notaires pour les notaires. Là, dans le sens que, tu sais, il y a des notaires qui sont là, tu sais, le prix est déterminé parce qu'il y a quelqu'un qui l'offre, puis là, ça crée un genre de course vers le bas. C'est la même chose en hypothèque aussi. Là. Il y a des gens qui offrent des taux, des compagnies qui offrent des taux beaucoup, beaucoup plus bas. Puis il y a des raisons pour ça. On est capable de dire, ben oui, tu peux aller là, mais ça vient avec des conséquences également. Là. C'est ça. Donc, mais du côté notaire, là, souvent, qu'est-ce qu'on entend? C'est, ben non, on est tous pareils, là, puis moi, je t'offre un prix moins cher. Donc, Ouais. c'est quoi le... Puis techniquement, ils ont raison de dire ça, les notaires, parce que techniquement, ils devraient faire le travail. Ces régies C'est devraient ce faire que le la travail. Chambre dit. La Exactement. Chambre des là, notaires, donc. elle répond à cette question-là. Mais pourquoi les prix sont si différents? Elle va dire, ah ben un notaire est tenu de la même qualité. Oui, Oui, mais mais donc, tu penses pas qu'ils devraient mettre au moins un genre il y en de, avait de, un. de, 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 Il y avait de- une grille tarifaire avant. de ça, là, ouais, Oui, c'est il y en ça. avait une avant. Il n'y avait pas de moyen de punition. Tu sais, il n'y avait pas il y avait pas de sanction, je cherchais le mot, il n'y avait pas de sanction à un notaire qui ne la respectait pas. Et c'est pas que la grille tarifaire a été abolie, c'est qu'elle n'a pas été reconduite. Donc, la Chambre a jugé de ne pas nécessaire de reconduire cette charte-là pour mettre au moins un minimum et de dire au notaire, ben, vous allez être maintenant libre avec la loi sur la concurrence, la libre concurrence. Mais dans un domaine qui est si important, Ben ouais. ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, tu sais, puis j'ai pas le droit de dire qu'un notaire qui charge la moitié du prix travaille pas bien. J'ai pas le droit de dire ça. La Chambre me l'interdit. Ben Mais non. à chaque personne aussi de faire son propre jugement. Je veux dire, t'as des prix différents pour des qualités différentes ou du moins pour du temps passé plus ou moins, tu sais, ça dépend. Moi, j'ai eu un bureau à 9 personnes, j'ai eu un bureau à moi tout seul. Tu as toujours un coût quand même là, Ouais, à payer, tu sais. Ouais. Il faut que tu y arrives à la fin de la journée. c'est un excellent point. Donc, Mais oui, il devrait avoir une grille parce que le public serait mieux protégé tant qu'à moi de se dire, c'est je ça. le On sais. parle de protection du public, là, pas pour que les notaires font plus d'argent. Là, Non, c'est c'est d'être vraiment, sûr que les notaires font le travail ben comme ils oui, devraient. Puis s'ils sont payés le juste prix pour le travail, ben la Chambre risque de protéger le public en installant exactement. C'est vraiment pour des la... normes de base. Là. Oui, puis tu sais, un notaire, il ne faut pas oublier que nous, on gère les fonds INTROS, hein, des millions, on en a dans nos comptes INTROS. Moi, je trouve que c'est dangereux d'avoir un notaire qui, financièrement, sa business ne va pas bien parce qu'il ne charge pas assez pour le travail alors qu'il y a des millions dans son compte INTROS. Moi, comme notaire, je ne veux pas apprendre que j'ai un confrère, une consoeur qui est parti avec le compte. Là. En plus, c'est moi qui paye. Hein. C'est nous autres qui remboursons quand Ouais. l'argent part. Fait que moi, je me dis, la protection du public, là, pour des notaires qui gèrent autant d'argent, on devrait avoir un minimum. Puis oui, de mettre des inspecteurs pour vérifier la qualité à ce moment-là. Mettez-en des ressources pour vérifier qu'on correspond vraiment à la qualité pour le prix. Donc, c'est un vraiment bon point. Autre question. Dans le 2500 qu'on a utilisé comme exemple là, pour le prix d'un notaire pour un acheteur, ça inclut pas la quittance du vendeur, naturellement. Non, OK. c'est ça. Donc, juste pour rajouter un niveau là, pour les gens qui les écoutent, pour les vendeurs, qu'est-ce que tu dis de la pratique maintenant où est-ce que les notaires baissent le prix de façon mesurable pour l'acheteur, mais augmentent de manière extrême presque le coût de la quittance? Parce qu'on s'entend pour le vendeur, il n'a pas le choix de choisir le notaire, il est pris. Donc, ça veut dire que, tu sais, moi, comme notaire, je sais que si j'attire un acheteur avec 1600 $, mais que je charge 1800 $ pour ma Non, tu quittance, n'as pas le droit de faire ça. ça, on n'a pas le droit. Non. Ils l'ont régi. On n'a pas le droit. Oui, vraiment, on n'a pas le droit de faire ça. Ils ont mis un cap. Mais ils n'ont pas mis un cap, mais il faut que ce soit proportionnel. Tu sais, normalement, mon acheteur doit payer significativement plus que mon vendeur À cause du travail. à cause du travail. Mon vendeur, c'est pas lui qui paye pour la recherche de titres. Lui, il paye pour sa portion quittance et ajustement des taxes. S'il y a des loyers, il paye sa part du Donc, la Chambre met calcul. quand même de l'encadrement par rapport Oui. au. Non, mais là, je ne charge pas trop pour le quittance, mais quand tu es de l'autre côté, ben libre concurrence, tu peux charger beaucoup moins. C'est ça. Tu ne trouves pas que c'est une contradiction Ben oui, c'est légèrement? une contradiction. Un peu. Oui. Mais ça se fait, moi, je vois des transactions, des centaines, en fait, plus que 1000 transactions par année. Puis, je te dirais que c'est pas quand même pratique courante là, de charger vastement plus cher au niveau de la quittance. OK. Oui, Donc, mais là, c'est ça. Tu sais, puis ça dépend. C'est sûr que le vendeur, est-ce qu'on est obligé de rembourser plein d'affaires pour lui parce qu'il y avait plein de dettes sur la propriété qui fait que
quand on ajoute des frais parce qu'il faut payer la commission scolaire, la ville, il faut payer le gouvernement, l'impôt à travers la transaction, là, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut arriver à des factures équivalentes. Mais si je charge 2500 à mon acheteur, mon vendeur devrait payer à peu près 1500, 1600 sa quittance. Là. J'ai quand même une différence entre les deux. Une proportion, Il y a une là, selon le proportion à travail. Parce que tu respecter. pourrais juger que, OK, pour tout le travail ici, j'ai chargé 2500, donc je pourrais charger 1200 pour la quittance parce que en proportion, ça fait du sens. Mais de charger 1500 ici puis 1800 ici, mais là, il y a un problème. Là, la quittance, ça m'a pris Elle le coûte plus tiers cher. du Ben temps. non, c'est ça, là. C'est quoi le coût pour le notaire pour une quittance? Mettons, pour quittancer à peu près avant que tu es parti, parce que je sais Ouais. que tu es allé dans le corpo. Oui, mais ça on fait pas parle si de longtemps. Là, fait que, tu sais, je fais encore de l'immobilier de temps en temps pour mes clients 500. d'affaires. Là. C'est à peu près 500, là, tu sais, les frais déboursés dans une Ça, c'est qu'est-ce que facture. ça coûte au notaire? Pas au notaire qu'elle doit payer pour débourser. Exactement, OK, c'est donc ça. le surplus, c'est ses honoraires, C'est ses mettons. honoraires, exactement. Oui, pour le temps. Donc, un notaire qui chargerait 800, 900 ferait un 300, 400 là, à peu près. Oui, pour quand même à peu près quasiment un 4 heures, par exemple. Parce qu'honnêtement, c'est long. Là. On demande l'état de compte, il faut recevoir l'état de compte, il faut faire les calculs, il faut envoyer, il faut rédiger la quittance, on l'envoie avec le chèque ou le remboursement. Elle revient, on le complète, on l'envoie au gouvernement, ça revient, on l'envoie au client. Il y a quand même la job Ça, dans c'est un une 4 heures de quittance. plus que le 10-15 heures que tu as mis dans Oui, l'autre. oui. C'est quand même. Ouais. C'est des concepts importants. Je trouve que le public, souvent, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Donc, Puis, tu sais, de poser des questions au notaire dans la transaction, de prendre le temps de dire je veux comprendre c'est quoi mon certificat de localisation, je veux comprendre c'est quoi cet élément-là. Il faut expliquer. oui, vraiment. Donc, autre volet, on change de sujet. Le volet est super important, c'est pas une nouvelle loi parce qu'elle est là depuis un bon bout de temps. Ça, c'est tout ce qui est prête-nom. Ouais. En anglais, c'est Nominee Agreement. Et puis, donc, c'est maintenant encadré. Il y a une loi qui a passé au Québec au niveau provincial, puis fédéral aussi, adaptée au fédéral, qui fait que si tu achètes une propriété et tu n'es pas sur les titres, donc, mettons, l'exemple, c'est que moi, j'achète, puis j'ai un partenaire. Mon partenaire, lui, il n'apparaît pas. Mais moi, je l'achète, puis on fait une contre-lettre, on signe une lettre ensemble qui dit qu'on est 50-50 par la suite. Donc, il y a ce scénario-là. L'autre scénario, c'est que je veux acheter, puis j'ai besoin d'un co-signataire. Mon co-signataire signe avec moi, mais il est sur les titres et sur le prêt avec moi. Mais en réalité, il apparaît, il est 0% propriétaire, 1%, peu importe, mais un pourcentage autre que 50-50, comment ça apparaît. Donc, il y a une nouvelle loi qui encadre ça et l'acheteur, en fait, les parties ont des obligations de déclaration aux autorités fiscales. Donc, explique un peu c'est quoi. Puis, on veut rentrer un peu là-dedans parce que pour les gens, c'est très commun en ce moment pour les gens qui ne qualifient pas, qui se mettent un co-signataire. Co-signataire, la banque lui force d'être sur les titres, sur les titres de propriété, sur le prêt hypothécaire, mais il n'est pas vraiment propriétaire. Saviez-vous que vous devez faire des déclarations obligatoires, sinon il y a des frais, des pénalités? Ben oui, clairement. Puis, tu sais, dans le fond, dans l'exemple, justement, mettons, j'ai quelqu'un qui vient acheter, puis, son enfant passe pas, donc elle va acheter ou il va acheter avec le conjoint. Tu sais, mettons, belle-maman achète avec le gendre pour sa fille qui peut pas passer ou peu importe, là. Donc, mais on comprend qu'elle, elle a déjà une propriété, là. Elle a déjà sa résidence principale, elle a même peut-être déjà un chalet, c'est peut-être une troisième propriété pour elle. Elle l'habite pas. Elle l'habite pas en tout, elle ne paiera aucune dépense de cette propriété-là. Elle veut même pas savoir combien coûte le compte de taxes ou, tu sais, l'hydro, là. Encore pire, c'est un locatif. Mettons, il y a un actif mixte où est-ce que, OK, ils vont l'habiter, mais il y a 2 logements locatifs aussi. Exactement. Donc là, des gains en capital potentiel. On a de l'impôt sur le revenu potentiel. Donc, des dépenses aussi qu'elle n'aura aucune dépense qu'elle voudra déduire là-dedans, comparativement, mettons, à sa fille ou son enfant qui aurait dû être sur les titres. Donc, cette situation-là est importante parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le jour où ça va être revendu ou quand la personne, souvent, me dit dans 5 ans, au refinancement, mon enfant va prendre ma place. Oui, mais c'est une vente, là. C'est une disposition du bien. Il y aura en plus, c'est des personnes liées, donc il n'y a pas d'exonération au niveau du gain capital. Il y a bien des concepts qui s'appliquent là-dedans, mais c'est que cette personne-là, ben, pour éviter cet impact-là fiscal au retransfert de la propriété, il faut faire la contre-lettre, il faut la déclarer tout de suite. On a 90 jours à partir de la transaction. Donc, belle-maman achète avec le gendre, 90 jours part. Je dois déclarer aux autorités fiscales le fait que je n'ai jamais eu l'intention d'être propriétaire pour que quand ça va être retransféré, il était déjà au courant que je n'avais rien à rapport là-dedans. C'est important, là. Pour le gouvernement du Québec, si les gens se le demandent, il y a un formulaire qui est déjà préfait.
En fait, ça s'appelle, c'est comme TP, RIT 97, quelque chose comme ça, là. Moi, je rentre toujours prête-nom, contrat prête-nom, puis Revenu Québec dans Google. Merci Google. Puis ça l'amène directement sur la page de Revenu Québec, le PDF à Ouais. remplir. Puis, tu sais, de se faire accompagner par leur comptable ou leur fiscaliste. Ouais. Parce qu'ils vont pouvoir évaluer en même temps l'impact de tout ça, tu sais, puis s'assurer que c'est bien complété, que c'est envoyé dans les temps, que c'est envoyé au bon endroit, qu'on joint l'acte de vente, qu'on joint, tu sais, tout ce qu'il faut joindre avec ce formulaire-là. Mais c'est que c'est important parce que quand on passe le délai, là, on ne peut pas On parle faire de marche plusieurs arrière. milliers de dollars. Là. C'est Exactement. pas, Là, c'est pas juste... 200 piastres, là, il ne fait pas ça encore. Là. Non, c'est un peu comme quand tu passes ta date pour payer tes TPS, TVQ. Tu sais. Quand tu passes ta date, tu as une pénalité automatiquement qui Ouais. s'applique. Ben là, c'est le même principe, c'est juste que c'est comme beaucoup plus. Donc, les déclarations par rapport à n'importe quoi qui apparaît. En fait, la règle, c'est s'il y a quelque chose qui apparaît différemment de ce qui est déclaré. Donc, s'il y a un propriétaire qui n'apparaît pas sur les titres, mais il est vraiment propriétaire. S'il y a quelqu'un qui apparaît sur les titres, qui est là, mais qui n'est pas vraiment propriétaire, ou au moins dans un pourcentage autre que ce qui apparaît naturellement. Ouais. Si vous êtes deux, c'est 50-50. Donc, si vraiment c'est pas 50-50, ça prend une entente, une contre-lettre, ça prend une déclaration. C'est ça. Les gens ne pensent pas à ça, puis les frais sont lourds, c'est extrêmement important. Souvent, c'est les notaires qui le catchent, là, mais il y a Mais le problème, c'est que le notaire qui fait la transaction ne peut pas signer cette contre-lettre-là. Non, c'est ça. Parce qu'il représente l'institution financière qui prête. Puis l'acheteur-vendeur, il ne peut pas dire à l'institution financière, je suis en train de faire de quoi qui est pas Explique vrai. pourquoi, parce que souvent, jamais là, si le notaire ne peut pas faire, qu'est-ce que je fais? Là? Ils font exprès pour aller voir un autre notaire faire d'autres frais. On va Ouais. entendre ça. Ils poussent la profession. C'est ça. Ouais. Mais c'est parce que le notaire qui reçoit le mandat de l'institution financière, nous, on a un rapport à compléter qui dit j'ai vraiment fait une transaction qui correspond à vos instructions de financement. Mais là, je serais en train de dire à l'institution financière hey, je te le dis pas, là, mais j'ai fait une lettre à part qui dit que finalement, madame, là, elle n'est pas propriétaire. Ouais. Je peux pas, je suis en train de mentir à l'institution financière. C'est ça. Donc, il faut que ce soit un autre notaire. Après la transaction. Après la transaction, qui n'est pas du tout dans cette transaction-là, qui va dire ben oui, moi, j'ai le droit parce que la personne que je conseille, c'est le client. Exact. Je ne directement. représente pas la banque. Donc, si je représentais la banque également, exactement. Il y a des notaires, puis là, il y avait une question quand j'ai fait une présentation à l'APFF, que, OK, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que, puis là, je te lance là, une question difficile, là. C'est que, comme notaire, toi, tu complètes la transaction et un mois plus tard, tu fais la contre-lettre dans la même transaction. La position de certains notaires était, ben, c'est une autre transaction, je ne représente plus la banque, mon mandat se termine à un certain point. Je trouvais ça dangereux lors d'une inspection de la Chambre. Est-ce qu'il y aurait la même interprétation? Selon toi, je pense que ça serait juste plus safe de dire, écoute, j'en ferai pas. Exactement, parce que là, en plus, on a un rapport final à donner à l'institution financière. Et ce rapport final-là, je dois avoir ma quittance du vendeur pour le faire. Et la quittance du vendeur peut prendre du temps, plusieurs mois. Ça dépend du registre foncier, mais ça prend du temps. Il y en a qui sont... il y a un lag. Et c'est ça exactement. Là, il y a eu un moment où ça prenait 1 an quasiment à l'avoir. Donc là, je viens de dépasser le 90 jours. Je ne rends pas service à mon client. Ouais. Puis je contreviendrai à mon rapport final parce que quand je le signe, je dis que tout est conforme. Mais là, je saurais que je viens de faire une contre-lettre. Je ne pourrais pas la signer. Vraiment. Je trouve que c'est un peu trop dangereux au niveau de l'inspection. C'est pas une bonne idée, tu sais. C'est important de comprendre qu'il y a beaucoup de parties que le notaire attend. Tu as mentionné les délais du registre foncier. Là. J'ai plein de clients qui appellent. Mais là, le notaire, ça a l'air, il ne fait pas son travail. Je n'ai pas reçu la quittance encore. Parce que souvent, c'est pas le notaire. C'est que le notaire l'a déposé, mais ça n'a pas été traité encore par le registre foncier. Là. Les pauvres notaires, je trouve qu'ils se font ramasser. Mais je sais pas, c'est mon impression. Là. Je trouve qu'ils se font ramasser par le courtier immobilier, ils se font ramasser par... l'évaluateur, se font ramasser par le courtier hypothécaire. On est vraiment apprécié. C'est vraiment comme... C'est le client est fâché. Mais ça m'est arrivé souvent, des clients vraiment enragés qui rentrent dans le bureau à la transaction, mais juste par le fait de bien expliquer le pourquoi, ils se rendent compte que, OK, coudonc, finalement, c'est parce que je suis protégée. Oui. Oui, il va y avoir un délai dans la transaction, mais tu vas être vraiment protégé après. Oui, vraiment. C'est un excellent point. Donc, ça wrap notre immobilier. On a pas mal touché à notre immobilier. Donc là, on va tomber dans l'autre... aspect que le notaire fait, là, beaucoup le mandat d'inaptitude et testament, l'importance, puis on ne mettra pas trop de temps là-dessus, là, parce que la réponse est simple, là, c'est faites-le. Faites-le. Ne pas en avoir devrait être l'exception. En fait, pourquoi? Ben, c'est sûr que la loi va s'appliquer si tu n'en as pas, mais elle va appliquer ça. Mais pourquoi tu n'en as pas? Mais, en fait, la seconde que tu commences à avoir des actifs... Oui, enfant ou pas enfant, conjointe, pas de conjointe, si tu as des actifs immobiliers, financiers, ça va avec. Là.
Oui, Tu vas exactement. en faire 2 dans ta vie, testament à peu près, là, 2 ou 3 max. Là. C'est quand ça. même pas si pire C'est que le ça. travail. Là. Écoute, l'exception, ça serait comme j'ai aucun actif, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de conjointe, j'ai rien. Peut-être. Pas de testament. Ouais. Mais mandat d'inaptitude, Ben peut-être. ça là, même les jeunes, tu as un accident de vélo. Regarde, moi, je te disais l'autre fois, j'ai fait des commotions en vélo de montagne, tu sais. Mais si j'étais revenue avec moins de facultés ou je suis dans un état où je peux plus décider, ben que j'ai des enfants ou pas, je vais être sur la curatelle publique. Là. C'est l'État qui va me gérer. Oui. C'est des Tu questions sais. difficiles à explorer, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup pensé à ça. Je revis ces choses-là à chaque année. Puis, mandat d'inaptitude, mais il faut aussi prendre le temps de parler avec l'autre personne dans laquelle tu te donnes le mandat. Là, Oui. Et que est-ce que cette personne, tu lui fais confiance? Parce que là, cette personne va prendre des décisions. Est-ce qu'elle sait qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce qu'elle a les mêmes valeurs, etc.? Parce que là, c'est quand même important. Là. Donc, rapidement, explique c'est quoi un mandat d'inaptitude pour que les gens comprennent. C'est pas tout le monde qui a les mêmes connaissances. Non, puis sur une ligne du temps, là, j'aime bien le représenter sur une ligne du temps. Le testament, tout le monde, on le sait, c'est au décès. Fait que ça, c'est assez facile. Tu décèdes, c'est le testament. Avant ça, c'est la période d'inaptitude. Bon, on ne se rend pas toutes là, on passe pas toutes par l'inaptitude, là, mais Non. on comprend que c'est avant le décès. Ça, c'est le mandat de protection, maintenant qu'on appelle, mais c'est le mandat d'inaptitude. Donc, ça, c'est vraiment pendant la période d'inaptitude. Et avant ça, c'est la procuration générale. Donc, la procuration générale va être bonne à partir de la signature jusqu'à l'inaptitude ou au décès. Donc, à l'inaptitude, la procuration tombe et j'arrive dans le mandat. Ouais. Et le mandat tombe le jour du décès. Ouais. C'est pas parce que je suis mandataire que je règle la succession, c'est peut-être pas les mêmes personnes. Fait que c'est 3 moments différents dans une vie. Ouais. Fait que c'est vraiment différent. Puis le mandat d'inaptitude, je vais le faire, c'est un peu comme une assurance. Je serai peut-être jamais inapte, puis tant mieux. Mais si jamais je le suis, j'ai prévu un document qui va dire la personne qui va gérer. Elle va rendre un compte-rendu annuel à qui? Parce qu'elle va se faire surveiller. Ouais. Fait que c'est ça qui est important aussi. Elle va se faire vérifier quand même. Puis en même temps, on va lui prévoir qu'est-ce que tu as le droit de vendre ou pas. Est-ce que tu peux faire des financements à mon nom? Clarifier les droits. Clarifier les droits. Vraiment, les Peux-tu encadrer. sortir les actifs? Combien? Peux-tu vendre mes immeubles? Si oui, as-tu des limitations? Tu veux les vendre à quel... Fait que tu as toute la gestion des biens dans le mandat, puis tu as aussi la gestion des soins. Là, c'est la différence de la procuration. La procuration, elle gère juste des biens. Parce qu'une procuration, moi-même, je suis capable de décider, mais c'est juste que je délègue le pouvoir de le faire à une personne jusqu'à temps que je lui enlève le pouvoir. Et tu peux contrôler aussi quel pouvoir que tu délègues. Exactement. Donc, c'est vraiment un genre de menu là, que oui, tu peux faire ça, non, tu peux pas faire ça. Exactement. Puis le mandat, c'est que je peux plus le vérifier. Donc, je vais nommer quelqu'un qui est son vérificateur, puis la personne va gérer les biens et les soins parce qu'il y a une partie aussi en fin de vie. Ouais. Qui va me débrancher? Est-ce que je veux être débranché? Est-ce que je veux de l'acharnement ou pas dans les soins? Est-ce que je veux être hébergé dans un endroit X? C'est quand même des gros choix, mais c'est important. C'est des questions tough, mais... Si j'ai pas de mandat, j'ai pas nommé personne, l'État va choisir ou elle va me dire, elle va dire à la famille, faites un conseil à 3 personnes plus 2 remplaçants. Et c'est là que le bordel pogne des fois. Oui, exact. Parce que là, c'est pas la personne que tu voulais nécessairement qui va être dans ce comité-là, ce conseil-là. Et l'important aussi de le réviser au moment opportun ou quand tu juges que c'est important parce que ton jugement, tes décisions de mandat d'inaptitude quand tu as 25 ans versus quand tu as 85, tu pourrais décider autre chose à 85 ans. Tu sais quoi? Laissez-moi partir. Donnez-moi plus de doses que je m'en aille. Exactement. Il y a moins de versus, comme s'il y a une décision médicale qui doit être prise, là, comme non, réanime ou pas, là, mais c'est parce que là, à 25 ans, peut-être ton jugement va être différent qu'à 85. Non, exactement. Ma vie était super belle. Là, puis c'est le choix, là, mais au moins que c'est pas nécessairement le même. C'est pas les mêmes. C'est encore là, tu vas en faire quoi? Peut-être 2 dans ta vie, des mandats. Là, Au début, tu nommes tes parents parce que tu es jeune et tu n'as peut-être pas quelqu'un dans ta vie de stable. Puis après ça, quand tu as quelqu'un que tu veux nommer, prioriser sur tes parents, ou tes frères et sœurs, là, tu vas le modifier. Mais tous ces documents-là se modifient. Puis ça, c'est important aussi. Ouais. Des fois, il y a trop de changements, il faut les refaire. Mais des fois, on fait juste modifier. Quand la base est bien faite, est complète, on vient le modifier. Dans les gros changements de vie, c'est des changements, c'est le temps de réviser ces documents-là. Exactement. C'est toujours bon de les réviser si tu juges que c'est important, mais comme, mettons, si t'es quelqu'un comme mon père, qui s'est, mettons, séparé 4 fois, ça serait bon, une petite révision à chaque séparation là, pour être sûr qu'il n'y a pas de faut pas que tu rappelles quelqu'un. Oui, c'est ça. Ah, j'ai le mandat. Lui m'a fait ça. On blague, là, mais mettons, tu voudrais t'assurer que tu as la bonne personne à la bonne place. Exactement. Donc, ça, c'est puis l'autre, c'était le testament, mais le testament, c'est tes actifs. C'est juste qui va gérer ça à ton décès.
Donc, d'être sûr que tout est bien planifié pour tes enfants, de spécifier qui envoyer quoi et comment. Donc, c'est quand même important. Là, on ne veut jamais penser à ça. On pense qu'on va tout vivre jusqu'à 150 ans, mais la réalité est tout Pour autre. l'instant, en tout cas, il y a une fin, tu sais, encore. On passe tout là. Pour l'instant. Pour l'instant. Le AI, il nous a pas chippé. Là. Elon Musk, il va sortir avec l'affaire là, on va vivre on va être éternel. sur l'Internet. Là, ma conscience va vivre là, mais avant qu'on arrive là, ça va prendre un peu de temps, je pense. Oui, puis tu sais, honnêtement, c'est une question aussi de simplifier pour ceux qui restent. Tu sais, parce que nous, on le fait, mais on ne sera plus là, on s'entend, là, mais c'est pour ceux qui vont rester, une rapidité d'exécution, de règlement de succession, d'aller chercher la liquidité plus vite que si tu n'en avais pas de testament. Ouais. Puis c'est plus avantageux, tu sais, au niveau des droits, parce que, exemple, je décède, j'ai des enfants mineurs, j'ai une propriété, ils deviennent propriétaires, là. Là, c'est quelque chose parce que tu as des mineurs propriétaires d'un bien qui vaut plus qu'un certain montant. Donc, mettons 47 000, 37 000 selon la loi, là, ou 47, ils l'ont ajouté récemment. Bien, ça veut dire que ça me prend un conseil de tutelle qui, eux, vont gérer la maison avec le conjoint qui reste. Si je veux refinancer, je peux pas. Écoute, c'est quelque chose. Là. Ouais. C'est des milliers de dollars. Là. Donc, pensez-y bien. Ouais. Donc, ça vaut la peine d'explorer ça. Ouais. Tombons dans le corpo. Donc là, on a fait de l'immobilier, on a fait les choses importantes à planifier. On réalise que le travail du notaire est important, puis les notaires devraient être payés à juste prix et qu'à la naissance, un notaire, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Dès que possible, ayez un notaire familial pour pouvoir vous aider. Médecin de famille, notaire de famille. Voilà, c'est ça. Conseiller financier, Exactement. courtier hypothécaire. C'est ça. Tous tes experts Exactement. que tu as besoin qui vont te faire sauver de l'argent au final. Là. C'est ça, exact. Ta santé. Comme sauver de l'argent, sauver de l'argent dans des choses qui sont hyper spécifiques. Comme, guys, vous ne pouvez pas devenir un expert dans quelque chose en regardant 3-4 vidéos YouTube, en lisant 6-7 articles sur Google, puis décider maintenant, quand moi je comprends ça, ben, je vais faire un petit testament écrit sur un morceau de papier. Do là, it yourself. Ou ChatGPT, écris-moi un testament, voici ma situation. Là. On n'est pas rendu là encore, peut-être une journée, là, mais on est loin de là encore. Là. Donc, c'est de s'entourer d'experts. Oui, ça coûte un peu d'argent, mais l'argent que ça va te sauver, les problèmes que ça va te sauver, là, c'est quand même incroyable. Là. Donc, de planifier ça en avance. Donc, parlons du corpo. Ouais. Corpo, c'est ta spécialité maintenant. Tout ce qui est corpo. On parlait tantôt de les gens qui, encore une fois, qui veulent sauver de l'argent, qui veulent ouvrir leur compagnie, puis là, ils vont faire ça www.ouvre-ta-compagnie-bien-vite.com. Explique pourquoi l'ouverture de compagnie, comment ça fonctionne, puis la différence entre, mettons, l'ouvrir juste seul, puis les problèmes que tu pourrais rencontrer versus consulter un notaire, un professionnel pour bien le faire correctement la première fois. Mais écoute, c'est tout le notaire a toujours un devoir de conseil. Hein? C'est ce qu'on oublie aussi. Fait un client qui vient pour une compagnie, je suis tenue de bien le conseiller puis de faire un espèce de tour d'horizon, justement, de c'est quoi ton projet d'entreprise, ça va l'impliquer quoi. Donc, j'ai un devoir de conseil. Fait que déjà là, ça vient avec. Fait que c'est pas juste une boîte que j'achète, un boîtier avec un numéro de compagnie. Non. Ça vient avec un conseil. Mais c'est aussi que les gens, souvent, ils vont dire, j'ai mon numéro d'entreprise. Oui, mais t'as-tu déposé un capital action? T'as-tu déposé un quoi? Un capital action? Tu sais, c'est ça, la description des actions. Ah, ben non. Ouais, mais t'es même pas actionnaire. T'as une compagnie, t'as un numéro, mais il n'y a rien dedans. Il y a un contenu à une entreprise. Puis quand on ne l'a pas, puis que la personne veut faire des investissements, bien, ça va le bloquer à l'institution financière. Et là, corriger ça, c'est des frais beaucoup plus élevés que si on l'avait fait dès le départ. Parce que là, c'est comme s'il faut que tu corriges un gâteau qui est cuit. Là. C'est dur à mettre du sucre dedans. Ou même qu'il y a là. déjà du icing dessus, il faut que tu l'enlèves, il faut que tu le laves. Ouais, c'est ça, tu sais. J'aime bien les images, là, mais c'est vraiment ça, là, tu sais, je dirais. Fait que c'est sûr que tout le contenu... Donc, souvent, on va dire aux gens, bon, ben, as-tu vraiment besoin d'une Inc? Ou c'est un autre format d'entreprise que tu aurais besoin? T'es-tu rendu à la Inc tout de suite ou pas tout de suite pour X raisons? Ouais. As-tu des partenaires? Donc, on explique aux gens les types d'entreprises que tu peux prendre parce que c'est pas juste travail autonome puis une Inc, là. Il y a d'autres choses puis aussi. j'ai des partenaires. OK, mais c'est quoi leur rôle? Ah, c'est pas le même type d'action. Exactement. Type d'action, c'est quoi un type d'action? C'est ça, tu n'as pas les mêmes droits, là. C'est comme un type de propriété dans l'entreprise, mais tu n'as pas tous les mêmes droits là-dedans. Là. Oui, votante, non votante. Tu sais, as-tu droit aux dividendes en priorité sur l'autre? Toi, as-tu juste investi de l'argent, mais tu n'as pas rapport dans les décisions? Surtout en partenariat, y a-tu un shotgun ou pas? Qu'est-ce qui arrive si toutes les situations, là, tu devrais tout avoir ça. Convention d'actionnaire. Fait que quand on crée une entreprise, non seulement on va chercher le numéro, mais on va chercher les numéros de taxes, les numéros d'employeur, tu vas te faire des payes. C'est vraiment tout le contenu qu'on fait, les règlements internes, la convention d'actionnaire. Fait qu'il y a vraiment du travail à faire quand même pour dire on la part bien. Et après ça, elle va être même revendable facilement.
Ouais. Parce que là, on va dire à la personne... On a Ben, pensé à toute la structure oui, c'est dès le ça, départ. exactement. Tu sais. Puis Ouais. souvent, je rencontre les gens, puis il y a une question de faire une opérante, une gestion. Tu sais, il y a comme un travail à faire avec les fiscalistes, peut-être, en planification, de dire on achète, mais on va fusionner après parce que j'achète une clinique qui est déjà existante. Tu sais, puis il y a une différence entre acheter des actions ou acheter un actif d'entreprise. Ouais. Même dans les transactions commerciales, tu sais, quand je disais le notaire devrait être au début, mais là, c'est le même principe. Là. Moi, Ouais. quelqu'un, quand il y a un projet, je veux qu'il vienne me voir au début parce que je vais flaguer toutes les... Rendu à la fin, là, c'est parce que qu'est-ce que t'achètes? Non, c'est pas ça que tu veux acheter. Là, Écoute, c'est tu ça. sais, t'achètes l'historique de la société ou tu veux juste acheter l'équipement, là? Il y a une différence entre les deux, là. Oui, vraiment. Donc, souvent, les gens sont comme, mais je vois qui pour une. Comme il y a le notaire, il y a l'avocat, je peux Ouais. l'ouvrir moi-même, il y a le fiscaliste, il y a le CPA. Tout le monde me dit qu'ils sont capables. J'utilise qui? C'est quoi la différence? Peux-tu me mettre Ouais. un peu de lumière là-dessus? Ça, c'est un bon point parce que le comptable ou le fiscaliste, sa job, c'est vraiment les chiffres. Planification fiscale, c'est vraiment les chiffres. Ils ne peuvent pas faire de l'incorporation. C'est un droit qui est réservé. C'est une pratique réservée aux juristes qui est notaire ou avocat. OK. Donc, c'est un domaine réservé. Alors, nous, on va faire la création juridique. Mais moi, jamais j'irai créer une entreprise si mon client n'a pas un comptable ou un fiscaliste. Pour lui, un peu faire l'infrastructure Oui, ou parce que... faire le plan, mettons. L'architecte. Exactement. C'est comme si on fait une anecdote, c'est quoi? Ben, c'est comme Mettons si tu celui qui fait construis une maison. l'architecture, puis Ouais. toi, tu es celui qui le construit après pour être sûr que tout est beau, là, comme ça C'est serait. vraiment un travail d'équipe. Tu sais, des fois, c'est le fiscaliste qui va m'amener le client parce qu'il dit ça y prend vraiment une structure d'entreprise. Puis des fois, c'est le client qui m'arrive, je dis ça te prend une structure d'entreprise, mais ça te prend une planification fiscale. Organigramme, là, sur Ouais, comment organiser tout ça. Là. exactement. Tu sais, fait que c'est vraiment un travail d'équipe, là. Moi, un client qui vient chez nous qui n'a pas un fiscaliste ou un comptable, ça m'inquiète. Ah ouais, OK. Parce que déjà, je sais que ces chiffres ne seront pas sous contrôle. Dans tous les cas, parce qu'on s'entend un fiscaliste, là, souvent, les gens sont comme, écoute, c'est vraiment cher. Là. Moi, j'ai un fiscaliste, Au je moins trouve un que c'est la comptable. meilleure profession au monde, là, comme Écoute, d'avoir des conseils. Là, ben oui. Au moins un comptable, pas une tenue de livre, là. Comptable, CPA, là. Ouais. Parce que cette personne-là a des connaissances spécifiques et va lui donner des trucs et astuces pour bien gérer son entreprise. Parce que, tu sais, avoir une business, là, ben, c'est pas juste que de gérer de l'encaisse puis des ventes là, en ligne. Là. C'est vraiment de dire, ça va être quoi ta planification? 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est où tu vas aller avec ça? Oui, vraiment. C'est important, là. Donc fiscaliste ou CPA. Ouais. Et après ça, notaire. Mais le CPA ne peut pas le faire, mais c'est le fiscaliste avocat pourrait le faire. Oui, il faut Parce vraiment que que ça... eux autres, ils ont comme un double, oui, ouais, c'est ça, exactement. OK. Ouais. Mais souvent, ils sont tellement occupés anyway là, qu'ils vont le référer à un notaire. Là. Au moins, c'est mon expérience. C'est ça, là. ils vont dire, regarde, moi, je te fais le plan, là, mais je ne ferai pas ça. Là. C'est ça. Je t'envoie un notaire ou trouve un bon notaire qui est encore pas, qui peut te faire ça. Ouais. Donc, souvent, les gens vont dire, mais si tu as le temps pour moi, puis peut-être c'est une question de fiscaliste ou de CPA, mais j'imagine que tu as une opinion là-dessus. Là. Les gens s'incorporent très rapidement, selon moi. En immobilier surtout, là, moi je suis dans l'immobilier, mais même en business, pour une raison ou une autre que je ne comprends pas, là, c'est sexy d'être incorporé. Il y a de pourquoi? l'utilité. En fait, c'est que souvent, pour aller chercher du financement ou des subventions, ils vont demander d'être incorporés. Donc, ils vont demander d'emblée d'avoir la structure. Aussi, pour créer de la distance entre tes biens personnels et les biens de ton entreprise en cas de poursuite. Donc, il y a ça aussi. Donc, quelqu'un qui, justement, est là, on parle de risque... corporatif. Là, parce que immobilier, là, c'est pas exactement... Ben oui, mais c'est pas exactement la pareil. distance, c'est pas la même. Ça là. dépend, exact. C'est ça, exactement. Mais au niveau vraiment corpo, c'est de dire, si tu as un risque élevé de poursuite, tu es mieux de vraiment mettre ça dans une Inc puis de mettre tes biens personnels vraiment à part. De ne pas mixer les deux. Parce que si tu es travailleur autonome, ton entreprise, c'est toi-même. Ouais. Donc, en cas de poursuite, c'est toi. Tes biens, ta maison, c'est tout. Puis en plus, bébé est accompagné, donc ils vont te faire signer. Donc, si tu n'as pas séparé ça nécessairement. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que les gens souvent vont arriver à l'incorporation rapidement. C'est qu'ils disent, moi, je veux vraiment créer une distance entre les biens. C'est des patrimoines vraiment différents. Okay. Mais je suis d'accord avec toi qu'au niveau des revenus, si tu utilises tout ce que ton entreprise fait pour vivre, bien, fiscalement parlant, je ne suis pas fiscaliste, là, mais c'est sûr que tu n'as pas atteint le même avantage. Tu n'es pas rendu peut-être à dire, je laisse des revenus dedans, je vais me verser ça en fonds de pension plus tard ou je vais avoir une planification fiscale X. La règle simple, c'est ça. Puis c'est important que les gens le comprennent. Si tu as une compagnie, puis tu sors tout l'argent de ta compagnie à la fin de l'année parce que tu te payes en dividende parce que tu as besoin de ça pour vivre, ben l'avantage fiscal est moins intéressant. Il y en a encore qui existent, là, mais on s'entend que c'est moins intéressant. Là. Idéalement, c'est parce que tu veux laisser de l'argent dans la corporation, le faire fructifier et ne payer moins d'impôts pendant que cet argent-là se
fructifie jusqu'à un certain niveau parce que quand le revenu passif qui rentre, mais là, tu rentres dans d'autres problèmes mais non, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, on va être ici jusqu'à demain. Mais donc, c'est vraiment d'avoir un bon timing et de conseiller un notaire ou CPA à un bon moment pour comprendre quand incorporer, quand pas incorporer et surtout comment le faire de manière correcte. Oui, exactement. Parce que, tu sais, je donnais l'exemple tantôt, tu sais, hors d'onde, que quelqu'un qui veut transférer des biens d'une enregistrée à une Inc., tu sais, même là, au niveau du conseil, ben c'est de savoir ta valeur que tu veux transférer dans ta nouvelle entreprise, c'est ta société Inc. Il y a une valeur à mettre, il y a des règles à respecter, Ouais. puis il y a des valeurs à aller chercher. Que tu peux sauver. Puis épargne d'impôts, là, quand même assez incroyable. Là. Moi, je l'ai fait. C'est exactement ça que j'ai fait quand je m'ai incorporé dans le business. Il y avait une valeur de mon entreprise, exactement. Là, donc, ça m'a sauvé. Tu sais, tu payes un montant tout de suite en termes de la valeur, mais après ça, tu peux retirer. Écoute, c'était quand même. Puis, tu sais, en même temps, quand bon. souvent les gens sont travailleurs autonomes, ils ont une belle business, ils veulent avoir un nouveau partenaire. Là, on va aller vers l'incorporation pour plusieurs raisons. Mais tu amènes une valeur dans l'entreprise que ton partenaire qui rentre n'a pas. Exact. Donc, on va figer, on va geler ta valeur. Donc, toi, dans l'entreprise, tu pars avec un montant, exemple, de 200 000 en partant. C'est la valeur que tu as. Donc, si jamais vous la revendez, tu récupères ton premier 200. Là. Exactement. Ouais. Fait qu'il y a plein de points comme ça vraiment intéressants à aller chercher quand les gens ils viennent prendre conseil. T'sais. Donc, prévention avant de rencontrer des problèmes. Je pense que si on résume, que ce soit l'immobilier, que ce soit en corpo, que ce soit en testament, mandat avant mariage. Avant mariage. Écoute, contrat de mariage, avant mariage. Ça fait quoi le mariage? Contrat de vie commune. Parle-moi de l'importance. Conjoint de fait. Ouais. On va juste rétablir la base. Là. Le conjoint de fait au Québec n'a jamais rien. Même ça fait 20 ans, 30 ans. Sauf au niveau des fonds de pension. Ouais. OK? Puis au niveau du roulement de REER, qui peut avoir des fois des avantages, là, mais si tu n'es pas marié, ça a beau faire 20 ans, la maison, tu n'as aucun droit si tu n'es pas copropriétaire. Exact. Elle ne va pas au conjoint de fait. Point. Oubliez ça. That's it. Ça n'a pas passé. Terminé. Ça a été discuté, ça n'a pas fonctionné. Donc, si tu veux être sûr que ton conjoint et ta conjointe n'est pas dans le trouble, en cas de décès, fais un testament. Puis, tu sais, si tu te maries, bien, à ce moment-là, c'est de voir, tu t'impliques comment dans le mariage. Si je me marie puis je ne fais pas de contrat de mariage, bien, je viens d'engager un partage en société d'acquis, 50-50 de presque toutes. Là. Puis, oui, société d'acquis, tu peux l'accepter de le faire, mais ça, c'est un bon point. Du côté personnel, peut-être un conseil. Souvent, c'est difficile. On parlait avec quelqu'un que tu connais, qui a passé avant, Véronique Joannis, qui parlait de psychosocial, l'argent, psychosocial, tout ça. Être capable de discuter avec, juste après que tu as demandé à quelqu'un, hey, veux-tu me marier? Oui, OK, parfait. Puis là, c'est OK, parfait. Puis là, une journée ou deux passe. Je niaise, là, mais une semaine. Je dis, écoute, il faudrait parler maintenant de notre contrat de mariage. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est parce que, tu sais, on va se marier, il faudrait être clair. Mais là, on va être mariés, là, ça va être ça, c'est 50-50. Donc, là, mais non, pas nécessairement. Donc, c'est dur d'en parler. Donc, comment tu abordes ça? J'imagine, as-tu une anecdote d'un quelque chose d'intéressant dans un bureau? Est-ce que c'était chaud? Ben, écoute, moi, je ne sépare pas les gens. Okay? J'ai marie, je fais les rencontres pour les gens qui veulent se marier. C'est arrivé, moi, que les gens ont changé d'idée. Parce qu'ils venaient chercher un objectif en se mariant, mais que finalement, le mariage, ils ne rencontraient pas cet objectif-là. Ou, à l'inverse, je suis allée leur dire, bien, vous allez créer un patrimoine familial obligatoire, constitué de certains biens qui vont être obligatoirement partageables en cas de séparation. Oh, là. Puis ça marchait pas. Ça marchait pas, là. C'était pas ça l'objectif. Fait qu'ils se sont juste jamais mariés, tu sais. Ouais. C'est ça qui est correct, c'est un choix. Ben écoute, c'est sûr que j'ai l'exemple. C'est un choix perso autant que c'est légal. Là. Donc, il faut que ça soit un mix des deux. Là. C'est ça. Fait, c'est sûr que moi, j'ai des gens que j'ai mariés que le lendemain, on m'appelait pour me dire cancelle tout, mais je peux pas. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Il n'y a pas un 24 heures. Il n'y avait pas une clause de 24 heures, mettons, comme Vegas. Écoute, là, juridiquement. Je ne l'ai pas envoyé avant que tu resignes le lendemain matin. Là. Non, ils sont pas sous quand ils viennent nous voir. C'est ça. Faut qu'ils soient aptes. T'as pas un petit annexe à ton bureau, là, mettons, un petit chapelle, non? Non, c'est ça. C'est sûr que juridiquement, ils vont pouvoir faire invalider le mariage pour plusieurs causes là, avec les avocats. Là, mais c'est saisissant quand tu te fais rappeler le lendemain pour te faire dire annule tout. La personne a changé de personnalité dans la nuit, là. Mais ça m'est déjà arrivé, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est anecdote. Je suis en compte une, mais j'en ai eu d'autres, là. Mais écoute, c'est ça, tu sais. Mais les gens, il faut juste qu'ils soient au courant, tu t'engages en quoi. Puis quand tu dis tu vas partager les dettes à un certain point, hop, là, ça y tente peut-être moins. Donc, il y a moyen de faire des contrats pour ça.
Puis c'est conjoint de fait, c'est le même principe. Tu sais, tu fais un contrat pour dire je m'engage à partager quoi en cas de séparation parce que Ouais. c'est peut-être tout au nom de l'autre, mais finalement, tu contribues. Tu sais, c'est une question de protection aussi en même temps. Ouais. Mais c'est sûr Faut que. avoir les conversations puis Exactement. d'accepter. Si tu veux te ouais. marier, mais que c'est dur de parler d'argent puis de dépenses, ça fait. Je sais pas, là. Ça risque d'être dur de communiquer d'autres choses Ben, aussi. c'est Là. comme un point important, là. Tu sais. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment. C'est pas facile. Moi, je le vois quand je rencontre des clients, quand on parle d'argent, c'est souvent comme. Pourtant, ils sont ensemble, ils achètent une maison ensemble. Ça serait un bon moment de peut-être parler de ces choses-là. Puis les gens d'affaires, c'est important aussi de parler de ces documents-là, puis d'argent, puis de Ouais. finances, là, parce que, tu sais, Tu si te t'as- maries autant quand tu es en partenariat en corpo que tu es marié en personne avec moi, je ta leur dis, femme. là, là. c'est ça, si tu prends un partenaire d'affaires, Ouais. tu te maries avec, là. Ouais. On va prévoir la séparation, hein, si Ouais. jamais c'est le cas, ou même le décès, c'est le même principe, tu sais. Vraiment. Puis le mariage, quand c'est des gens d'affaires, puis que tu veux te marier avec quelqu'un, ben ça dépend, là, tu vas te marier en séparation de biens, fort probablement, parce que tu veux pas que ta business rentre là-dedans. Je te l'amène plus loin. Si tu amènes un partenaire, puis lui est marié, Ouais, il faut que tu saches que... c'est parce qu'attends, là, qu'est-ce qui se passe si toi, tu vas te séparer, tu te divorces? Puis, tu sais, en cas de Qui faillite... va avoir les parts de la corporation? Là? Donc, c'est ben, vraiment... c'est ça. Cette discussion Même- doit avoir lieu. Même là. en cas de faillite, la personne qui est conjoint de l'entrepreneur, s'il fait faillite, puis que tu es marié en société d'acquet, ils vont venir rechercher probablement tes biens personnels aussi, là. OK, donc elle s'expose aussi. Elle ou lui Oui, s'expose aussi. Ouais. exactement. Fait que des fois, on a des changements de régime matrimoniaux. J'ai des gens qui viennent, qui sont mariés en société d'accueil, ils n'ont pas fait de contrat. Puis là, ils me disent, non, là, on change notre régime de mariage. Fait que On peut le OK, faire. mais ça, c'est un bon point. Donc, on Oui. peut changer notre Ouais. régime de mariage. Mon Dieu, j'ai appris On ça peut le faire. aujourd'hui. On change, on dit, OK, C'est compliqué ou ça se fait si les deux parties sont d'accord? Ben, c'est sûr, il faut faire un calcul comme si on se séparait. Fait qu'il faut montrer les valeurs de l'un et de l'autre, de dire, ben, si on se séparait aujourd'hui, on vaudrait combien, on se partagerait combien. Il faut avertir les créanciers, de dire, écoute, je fais juste, pas tous les créanciers, Ah ouais. tu n'appelles pas Visa pour ça, là, mais tu t'informes, tu dis, ben, on change de régime, ça ne change rien au niveau de l'institution financière, mais il faut quand même les aviser d'eux, puis de dire, ben, on choisit maintenant de changer notre régime parce que je me pars en business, puis je veux séparer mes biens, protéger mon conjoint ou ma conjointe. Il y en a des sujets, là. Oui, il y en a vraiment. Là. Donc, encore une fois, je répète, notaire, naissance, notaire. Écoute. Tu vois, on va partir avec ça. Ben, hey, maintenant, avec le nouveau projet de loi, on peut même faire des contrats de mère porteuse maintenant au Québec. Et c'est nouveau, ça vient de sortir. Projet de loi qui a été déposé. Là, on va voir où ça s'en va, mais... Les contrats de mère porteuse. Oui, maintenant... Et que vous l'avez entendu ici à la retenue en premier. Écoute, tu vois, breaking primaire, news. Mais c'est ça, c'est que maintenant, les notaires vont pouvoir faire des contrats de mère porteuse pour protéger chacun des parties. Quand même. Ce qu'on ne pouvait pas avant. Là. Communication là-dedans aussi. Il faudrait juste être clair qu'avant que... Là, il y a 3 parties impliquées. Plus ouais, c'est comme un threesome légal. Là. Ouais. C'est compliqué. OK. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On avait promis des anecdotes. Donc, j'en fais un, j'en fais une, t'en fais une. Par-moi du cas, là, on parlait de couples souvent. On voit des couples. De séparation. Puis des fois, ça devient un peu plus crunchy. Crunchy, exactement. Tu vois, on a dit crunchy jinx. Donc, parle-moi d'un petit cas rapide que tu as vécu, là, sans nom toujours. Bien, évidemment, on a identifié personne. Exact. Dans mon bureau à Mascouche, où j'étais avant, là, j'avais comme une pièce voûte qui était dans un demi-sous-sol. Fait qu'il faut voir une espèce de mini-porte dans le mur cachée derrière un tableau. OK. Fait que tu tasses un tableau, tu as une demi-porte que tu ouvres. Là-dedans, tu faufiles. Mais à genoux, puis tu rentres, puis ta voûte est là avec tous tes documents légaux. Moi, je fais 5 et 2, puis je plie en 2. Fait que là, tu te faufiles, puis là, tu as la voûte, vraiment comme une pièce, coffre-fort que tu ouvres, puis on a nos documents là-dedans. Et j'ai un couple qui se sépare, et j'ai la dame qui me dit, ben mon qui arrive en premier, mettons, avant son ex. Qui arrive avec nouveau conjoint. Ouais. Et là, moi, ben, je fais une transaction avec l'ex qui doit signer les parts, transfert des parts. Fait que, donc, ça va être difficile comme transaction. Et je me fais demander si on peut cacher... Dans la voûte. Dans la voûte. Son nouveau conjoint. Un nouveau conjoint. On peut-tu le cacher là en attendant qu'on signe? Moi, je me dis, t'imagines-tu, il fait atchoum, toi, il est dans la voûte, on l'entend. Qu'est-ce qui se passe, notaire? Ah, je sais pas, mes murs font atchoum, ça n'a pas de sens. Écoute, mais j'ai été saisie par la demande. Mais écoute, ça a été non. Là. Finalement, non, c'est ça. Il y a un Tim Hortons qui n'est pas loin. Gâte-toi un bon petit café, 2 crémeurs. Oui, je t'en dis une autre vite qui me vient. Nous, les notaires, on doit lire l'acte aux gens, puis on doit dire leur état civil. J'ai déjà appris à une conjointe qui était la 3e épouse. Elle ne le savait pas. Ça a gelé ma transaction, je te le confirme. Il y a des choses qu'il faudrait dire avant que tu arrives chez le notaire. Je le dis plus de la même façon maintenant. Je le dis plus devant tout le monde dans la transaction. On vérifie préalablement. Juste un petit courriel avant en passant. Ça, c'est le cas. Est-ce que c'est correct? C'est correct.
Puis je vais faire le mien. Mon anecdote, c'était en cas de séparation encore une fois. Puis ça, c'est un point important que quand tu achètes une propriété ensemble, si tu désires te séparer après que tu as signé une offre d'achat et toutes les conditions sont remplies, ben tu es quand même contractuellement obligé d'acheter la propriété. Donc, c'était le cas. Il y avait un couple ensemble et puis un des deux a trompé sa conjointe ou le conjoint. On ne va pas dire gars ou fille. Et puis donc, monsieur ou madame ne voulait pas acheter, mais se sont fait dire que tu étais obligé. Donc, ils sont arrivés pour signer l'hypothèque, l'engagement hypothécaire. Et puis, monsieur ou madame, il ne faut pas le dire, est rentré dans le bureau, puis il avait décidé que il allait boire une bonne bouteille de vin avec une baguette ce soir-là. Donc, il buvait. La bouteille était déjà ouverte quand il est arrivé. Il buvait directement de sa bouteille de vin dans le bureau. Puis, il prenait du pain en même temps. Là, c'était très il équilibrait l'alcool. Oui, écoute, ça l'absorbait, c'est ça. Puis, il voulait vraiment que je mange son pain. Là, il me disait, prends un petit pain, Ryan. Ah ouais, il est bon, le petit pain. Je signe pas avant que tu manges ton petit pain. Puis, bref, j'ai quand même pris un petit morceau de pain. Donc, je voulais juste me sortir de la salle. Là. Finalement, après 10 minutes, c'était ça. Donc, avant que l'alcool rentre trop, il faut ouais, mais moi, j'ai pas pris de l'alcool, mais j'ai pris un pain qui était tout amoché parce qu'il l'avait déchiré. Là, donc, je suis sûr que c'était pas nécessairement clean. Là, mais bon, c'était un moment assez drôle. Je trouvais pas ça drôle à ce moment-là, mais là, aujourd'hui, on peut en rire. Mais oui, par après, c'est drôle. Donc voilà, à notre retraite, on pourra se mettre ensemble et écrire des mémoires des transactions immobilières bizarres. Elisabeth Fontaine, la grande sœur légale, donc pour les gens qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. Vraiment incroyable. Je pense qu'on a touché beaucoup de points, des points importants. Merci d'avoir passé à la retenue. J'espère que tu repasses une autre fois avec nous éventuellement. Merci de l'invitation. Vraiment, c'est apprécié. Ça fait plaisir, merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.